Par une nuit froide, une fillette entre pieds nus dans un magasin, portant dans ses bras son petit frère affamé, sa promesse innocente de payer quand elle sera grande, est entendue par un homme riche et solitaire qui décide d'intervenir. Cette rencontre inattendue change à jamais le destin d'une famille brisée et d'un cœur endormi. Avant de commencer, rejoignez notre famille ici sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant, laissez un pouce bleu, cela aide énormément notre travail, et écrivez dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. La nuit de janvier à Lyon portait avec elle cette froideur humide qui pénètre jusqu'aux os et n'en sort plus. Le vent glacial soufflait dans les rues du centre-ville, poussant des feuilles mortes et des papiers sur le trottoir, tandis que le crachin fin laissait tout briller d'un éclat glissant sous la lumière des lampadaires. C'était l'une de ces aubes où ceux qui ont un toit chaud préfèrent rester chez eux, et ceux qui n'en ont pas cherchent le moindre abri possible. La supérette de la rue de la République était presque vide à cette heure. Les lumières fluorescentes créaient un contraste artificiel avec l'obscurité du dehors. Et le caissier, un jeune homme d'une vingtaine d'années nommé Julien, bâillait en arrangeant quelques étagères. Le son bas de la radio jouait une chanson de variété française, se mêlant au bourdonnement constant des réfrigérateurs. C'est alors que la porte en verre s'ouvrit avec le tintement familier de la clochette, amenant avec elle une rafale d'air froid et une vision qui fit arrêter Julien dans son élan. Une fillette d'environ 10 ans entra dans le magasin. Ses pieds nus laissaient des traces mouillées sur le sol propre, et ses vêtements, un t-shirt rose délavé et une jupe en jean déchirée, étaient trempés par le crachin. Mais ce qui attira le plus l'attention fut ce qu'elle portait dans ses bras. Un bébé de quelques mois, enveloppé dans une couverture qui avait connu des jours meilleurs. L'enfant pleurait doucement, un pleur faible et fatigué qui fendait le cœur. La fillette s'approcha du comptoir d'un pas hésitant, ses grands yeux sombres reflétant une détermination qui ne correspondait pas à son âge. Ses cheveux bruns étaient collés à son visage par la pluie, mais elle gardait la tête haute, comme si elle portait toute la dignité du monde dans son petit corps frêle. « S'il vous plaît, monsieur, dit-elle, et sa voix tremblante résonna dans le magasin silencieux. « Mon frère a faim. Il n'arrête pas de pleurer depuis hier. La dame de la pharmacie a dit que vous aviez du lait en poudre ici. » Julien regarda la fillette, puis le bébé qui gémissait dans ses bras, et sentit un pincement au cœur. Il avait vu beaucoup de choses en travaillant dans ce magasin, surtout pendant les services de nuit, mais quelque chose dans cette situation le laissa sans voix pendant quelques secondes. « Écoute, ma petite, » commença-t-il, essayant d'être gentil mais conscient des règles de l'entreprise, « je comprends la situation, mais je ne peux pas donner les produits comme ça, tu sais, il faut de l'argent pour... »« Je sais, monsieur, » l'interrompit-elle, berçant légèrement le bébé pour essayer de le calmer. « Je sais qu'il faut payer, mais je vous promets, je vous le jure sur la tête de ma grand-mère, que quand je serai grande, quand je pourrai travailler, je reviendrai ici et je paierai tout, chaque centime, avec des intérêts, si vous voulez. » La sincérité de ces mots était presque palpable. Il n'y avait ni ruse ni manipulation, seulement le désespoir pur d'une enfant essayant de s'occuper de quelqu'un d'encore plus petit qu'elle. Julien sentit sa gorge se serrer et regarda autour de lui, comme s'il cherchait une réponse sur les étagères remplies de produits. « Écoute, j'aimerais vraiment t'aider, mais ça ne marche pas comme ça. Je travaille ici, je ne suis pas le propriétaire, tu comprends. Si mon patron découvre... » « Combien coûte le lait ?» demanda-t-elle, n'abandonnant pas. « La plus petite boîte est à 17,90 €, répondit Julien presque en chuchotant. La fillette ferma les yeux un instant, comme si elle faisait un calcul impossible dans sa tête, puis regarda le bébé dans ses bras. Ses pleurs s'affaiblissaient, ce qui était encore plus inquiétant. « Vous pouvez noter mon nom ?» demanda-t-elle avec un sérieux qui désarmait. « Sophie Martin. J'habite dans la rue derrière, sous le viaduc. Quand j'aurai 10 ans, je chercherai du travail comme baby-sitter ou pour faire le ménage. Quand j'en aurai 15, je pourrai travailler pour de vrai. Alors je viendrai ici et je paierai. » Julien la regardait sans savoir quoi dire. Il était impossible de ne pas être touché par la détermination de cet enfant, par la façon dont elle tenait le bébé avec tant de soin, comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. En même temps, il savait qu'il ne pouvait pas simplement donner les produits, pas sans risquer son emploi. C'est à ce moment-là qu'une voix masculine retentit derrière eux. «
17,90 vous avez dit. Sophie se retourna vivement, serrant plus fort le bébé, comme si elle se préparait à fuir. Près du rayon des biscuits se tenait un homme d'environ 45 ans, vêtu d'un pardessus sombre et portant un petit panier de courses. Ses cheveux grisonnants étaient de bien coiffés, et même dans la pénombre du magasin, on pouvait voir que ses vêtements étaient de bonne qualité. Il y avait quelque chose dans ses yeux, cependant, qui ne correspondait pas à son apparence prospère, une tristesse profonde, comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. « Monsieur » balbutia Julien, ne comprenant pas bien la situation. L'homme s'approcha du comptoir d'un pas ferme, posa son panier par terre et sortit son portefeuille de la poche intérieure de son manteau. Ses mouvements étaient assurés, mais il y avait une émotion contenue, comme si quelque chose en lui s'était réveillé d'un long sommeil. « La petite a dit qu'elle paierait quand elle serait grande, » dit-il en regardant directement Sophie. « C'est une sacrée promesse. Combien de personnes connaissons-nous qui font de telles promesses et les tiennent ?» Sophie le dévisageait avec un mélange d'espoir et de méfiance. Elle avait déjà appris, même si jeune, que tous les adultes qui offrent de l'aide n'ont pas de bonnes intentions. Mais il y avait quelque chose dans la voix de cet homme, une gentillesse authentique qui la fit rester là, même si tous ses instincts lui criaient de courir. « Je la tiendrai, oui, monsieur, » dit-elle en relevant le menton. « Ma mère disait toujours que notre parole est la chose la plus importante que nous ayons. C'est la seule chose que personne ne peut nous enlever. » L'homme sourit pour la première fois, et ce fut comme si le soleil s'était levé au milieu de cette nuit froide. Il prit un billet de 50 € et le posa sur le comptoir. « Alors, c'est réglé, » dit-il à Julien. « Vous pouvez encaisser le lait en poudre, et aussi quelques couches si vous en avez, et peut-être quelque chose à manger pour la petite. » Julien cligna des yeux plusieurs fois, encore en train de comprendre ce qui se passait. « Monsieur, vous êtes sûr ? » « Absolument, » répondit l'homme sans quitter Sophie des yeux. « Mais ce n'est pas de la charité, c'est un prêt. La petite a déjà dit qu'elle rembourserait. » Sophie sentit ses yeux se remplir de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était un pur soulagement, mêlé à une gratitude si grande qu'elle ne tenait pas dans sa poitrine. Le bébé dans ses bras avait cessé de pleurer, comme s'il sentait que quelque chose avait changé dans l'air. « Merci, monsieur, » réussit-elle à dire, la voix étranglée. « Vraiment, merci beaucoup. Vous n'imaginez pas ce que cela signifie. »« Si, je l'imagine, » répondit-il, et il y avait une sincérité profonde dans ses mots. « Plus que vous ne le pensez. » Julien, encore un peu abasourdi par toute la situation, commença à prendre les articles. Lait en poudre, couches, quelques biscuits, une tablette de chocolat au lait. Pendant qu'il passait tout à la caisse, l'homme observait attentivement Sophie. Elle berçait doucement le bébé, lui chuchotant des mots tendres à l'oreille, et il y avait là une tendresse qui toucha quelque chose de profond dans la poitrine de l'homme. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Sophie, » répondit-elle. « Et lui, c'est mon frère Pierre. Il a 5 mois. »« Enchanté de vous connaître, Sophie et Pierre. Je m'appelle Charles. Charles Dubois. »« Enchanté, monsieur Charles. » Quand Julien eut fini d'emballer le tout, Charles prit les sacs et se tourna vers Sophie. « Laisse-moi porter ça, tu portes déjà Pierre. » Sophie hésita un instant. « Vous n'avez pas besoin de m'accompagner. Je peux y arriver toute seule. »« Je suis sûr que tu le peux, » dit Charles, « mais il fait très froid dehors et il est très tard. Si ma compagnie ne te dérange pas, j'aimerais m'assurer que vous êtes bien rentré. » Charles ne savait pas vraiment pourquoi il faisait cela. Depuis des années, il vivait une vie méthodique et solitaire, ne sortant de chez lui que pour le travail ou pour des achats essentiels comme celui-ci. Il évitait le contact avec les gens, évitait de s'impliquer, évitait de ressentir. Mais la promesse de cette fillette avait touché quelque chose qu'il pensait mort avec sa femme 3 ans plus tôt. Sophie l'étudia attentivement. Elle avait développé un instinct aiguisé pour les gens, né de la nécessité de survivre. Et quelque chose chez cet homme lui disait qu'elle pouvait avoir confiance. Pas complètement. Elle ne faisait confiance à personne complètement, mais assez pour accepter son aide. « D'accord, » dit-elle finalement. « Mais c'est tout près, sous le viaduc de la rue derrière. » Ils sortirent tous les 3 du magasin, Julien les observant à travers la vitrine, essayant toujours de comprendre ce dont il venait d'être témoin. Le crachin avait cessé, mais le froid restait intense. Charles enleva son écharpe et, sans demander, en enveloppa Sophie et Pierre. « Merci, » murmura-t-elle.
surprise par la gentillesse du geste. Alors qu'il marchait, dans les rues vides, Charles sentait une étrange sensation grandir en lui. C'était comme si, après des années de sommeil, il se réveillait peu à peu. La promesse de cette fillette avait abattu un mur qu'il ne savait même pas avoir construit autour de son cœur. « Sophie, dit-il alors qu'il tournait au coin d'une rue, puis-je te demander où est ta mère ?»« Elle nous attend, répondit Sophie, et il y avait une hésitation dans sa voix. C'est juste que elle ne va pas très bien ces derniers temps. Depuis la naissance de Pierre, elle est un peu perdue. Charles comprit ce qu'elle ne disait pas. Dépression postpartum, peut-être aggravée par la situation de vulnérabilité dans laquelle il vivait. Il ne posa plus de questions, mais sentit sa poitrine se serrer encore plus. Quand ils arrivèrent au viaduc, Charles comprit la dimension réelle de la situation. Sous la structure en béton, protégée seulement par quelques bâches et des cartons, était improvisé une sorte de logement. Une femme d'une trentaine d'années était assise sur ce qui semblait être un vieux matelas, regardant dans le vide avec une expression lointaine. « Maman » appela Sophie en s'approchant prudemment. « J'ai apporté le lait pour Pierre, et il y a aussi des couches. » La femme leva lentement les yeux, et Charles vit une beauté fatiguée, usée par les circonstances, mais toujours présente. Ses cheveux blonds étaient en désordre, et ses vêtements visiblement sales. Mais il y avait de la dignité sur son visage, même dans sa fragilité. « Sophie, tu avais disparu, » dit-elle, et sa voix semblait distante. « Je me suis inquiétée. »« Désolée, maman. Pierre pleurait tellement et je ne supportais plus de le voir comme ça. » C'est alors que la femme remarqua Charles, debout à quelques mètres de là, tenant les sacs. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle serra instinctivement ses genoux dans une posture défensive. « Qui est cet homme, Sophie? Qu'est-ce qu'il veut ?»« Calme-toi, maman, » dit Sophie en s'asseyant à côté d'elle. « C'est monsieur Charles. Il nous a aidés à acheter le lait pour Pierre. » Charles fit un pas en avant, lentement, comme s'il s'approchait d'un animal blessé. « Bonsoir, madame. Je m'appelle Charles Dubois. Votre fille est une fillette très courageuse. » La femme le regardait avec méfiance, mais il y avait aussi un épuisement profond dans ses yeux, comme si elle n'avait plus l'énergie de se battre contre quoi que ce soit. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle, la voix à peine un murmure. « Qu'est-ce que vous voulez en échange ?»« Rien, » répondit Charles avec sincérité. « Votre fille a fait une promesse. Elle a dit qu'elle rembourserait quand elle serait grande. Je l'ai cru. » Charles posa les sacs par terre et s'éloigna de quelques pas, laissant de l'espace à la famille. « Je vais vous laisser maintenant, prenez soin de vous. » Il était sur le point de partir quand la voix de Sophie le retint. « Monsieur Charles, » appela-t-elle, « merci encore, vraiment. Et je tiendrai ma promesse. Vous pouvez en être sûr. » Charles se retourna et lui sourit. « Je sais que tu la tiendras, Sophie. J'en suis absolument certain. » En s'éloignant, Charles ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un but. La promesse de cette fillette avait réveillé en lui un espoir qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Et pour la première fois depuis des années, il eut envie de se réveiller le lendemain pour voir ce qui se passerait. Derrière lui, sous le viaduc, Sophie préparait le biberon pour Pierre pendant que sa mère l'observait en silence, essayant toujours de comprendre ce qui venait de se passer. La chaleur du lait tiède contrastait avec le froid de la nuit, et pendant quelques minutes, dans ce coin improvisé au milieu de la grande ville, une famille trouva un peu de paix. Mais Charles ne se doutait pas que cette rencontre fortuite dans la supérette ne serait que le premier chapitre d'une histoire qui changerait leur vie à tous pour toujours. Tout comme Sophie n'imaginait pas que sa promesse simple et sincère serait la clé qui ouvrirait des portes dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. La nuit resta froide et silencieuse, mais quelque chose dans l'air avait changé. Comme si l'univers avait conspiré pour que 4 vies solitaires se rencontrent au moment exact où elles avaient toutes le plus besoin d'espoir. Charles ne parvint pas à dormir cette nuit-là. Allongé dans son lit king-size, dans l'appartement silencieux de 3 chambres du 6e arrondissement, il fixait le plafond, repassant chaque instant de cette rencontre inattendue dans la supérette. L'image de Sophie, tenant le bébé Pierre avec tant de soin, la détermination dans ses yeux quand elle fit cette promesse, la vulnérabilité de la mère sous le viaduc, tout cela résonnait dans son esprit comme une mélodie qu'il ne pouvait cesser d'entendre.
À 5 heures du matin, il renonça à essayer de dormir. Il se leva, se prépara un café fort et resta sur le balcon, observant la ville s'éveiller en contrebas. Lyon ne dormait jamais vraiment, mais elle avait ses moments de pause, et cette heure de l'aube en était un. La circulation était encore rare. Quelques travailleurs marchaient déjà sur les trottoirs en direction des arrêts de bus, et le ciel commençait à s'éclaircir dans une teinte grisâtre, typique des jours nuageux. Charles pensa à sa routine des 3 dernières années. Réveil, café, travail au cabinet d'avocat qu'il avait hérité de son père, déjeuner seul dans le même restaurant que d'habitude, retour à la maison, dîner surgelé, télévision et lit. Un cycle automatique qui le maintenait en fonctionnement, mais pas en vie. Depuis la mort d'Hélène, il s'était enfermé dans une bulle d'efficacité professionnelle et de vide émotionnel, mais quelque chose avait fissuré cette bulle la nuit précédente. La promesse de cette fillette avait éveillé en lui une sensation dont il ne se souvenait même plus, l'envie de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Vers 7 heures du matin, Charles prit une décision qui le surprit lui-même. Il enfila une tenue plus décontractée, un jean foncé et une chemise à manches longues, et sortit de chez lui avec un objectif clair. Il passa dans une boulangerie et acheta des pains frais, du lait, des fruits, quelques vitamines pour enfants, et même quelques jouets simples qu'il vit dans un magasin qui ouvrait. Ce n'était pas un plan élaboré, c'était de la pure intuition. Quand il arriva au viaduc, vers 8 heures, il trouva Sophie déjà réveillée, essayant de calmer Pierre qui pleurait doucement. La mère dormait encore, ou faisait semblant de dormir, enroulée dans une couverture qui avait connu des jours meilleurs. Le foyer improvisé de la famille semblait encore plus précaire à la lumière du jour. Des cartons mouillés, quelques vêtements étendus sur une corde attachée entre 2 piliers en béton, et l'odeur d'humidité mêlée à la fumée des voitures qui passaient sur l'avenue au-dessus. « Monsieur Charles ?» Sophie le vit arriver et écarquilla les yeux, surprise. « Vous êtes revenu. J'ai apporté quelques petites choses, » dit-il en montrant les sacs. « J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin d'un petit déjeuner. » Sophie regarda les sacs, puis lui, avec un mélange de gratitude et de méfiance qui fendait le cœur. C'était une réaction compréhensible, une enfant qui avait appris à se méfier de la bonté gratuite des adultes. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle, répétant la même question que sa mère la nuit précédente. Charles s'accroupit pour être à sa hauteur. « Tu sais, Sophie, il y a une chose que j'ai apprise dans la vie. Quand quelqu'un fait une vraie promesse, comme celle que tu as faite hier, ça nous touche. Ça m'a rappelé des choses que j'avais oubliées. » « Quelle chose ? Qu'il y a de la bonté dans le monde, et que parfois nous devons faire partie de cette bonté. » À ce moment, la mère de Sophie bougea et ouvrit lentement les yeux. Quand elle vit Charles là, elle s'assit rapidement, passant les mains dans ses cheveux, dans une tentative instinctive de s'arranger. « Bonjour, » dit Charles avec gentillesse. « J'ai apporté le petit déjeuner pour vous. J'espère que ça ne vous dérange pas. » La femme le dévisagea pendant quelques secondes, comme si elle essayait de déchiffrer ses véritables intentions. « Je m'appelle Amandine, » dit-elle finalement, la voix encore rauque de sommeil. « Amandine Martin. »« Enchantée, Amandine. Je suis Charles. »« Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle, faisant écho à sa fille. « Personne ne fait rien gratuitement. » Charles s'assit sur une caisse en carton qui servait de chaise improvisée. « Vous avez raison. Souvent, les gens ne le font pas. Mais je ne le fais pas gratuitement. Sophie m'a promis qu'elle me rembourserait quand elle serait grande, vous vous souvenez. C'est un investissement à long terme. » Amandine l'étudia attentivement, cherchant des signes de fausseté, mais il y avait quelque chose dans sa tranquillité qui la rendit moins sur la défensive. « Et si elle n'arrive pas à payer ?»« Elle y arrivera, » dit Charles avec conviction. N'importe quel enfant qui a le courage d'entrer dans un magasin au milieu de la nuit pour trouver du lait pour son petit frère peut tout réussir, dans la vie. Pendant qu'il parlait, Charles distribua les pains et organisa un petit déjeuner improvisé. Sophie aida à préparer un biberon pour Pierre, et peu à peu, l'atmosphère devint moins tendue. C'était étrange de voir comment un simple repas pouvait créer un sentiment de normalité, même dans ces circonstances. « Amandine, » dit Charles après quelques minutes de silence, « puis-je vous demander depuis combien de temps vous êtes ici ?» Amandine baissa les yeux. « Environ 2 mois. »
Depuis que les choses sont devenues compliquées. Sophie regarda sa mère avec inquiétude. Elle avait appris à lire les signes quand Amandine était sur le point de s'évader, comme elle appelait les moments où sa mère se déconnectait de la réalité. « Les choses peuvent s'améliorer », dit Charles avec douceur. « Parfois, on a juste besoin d'un peu d'aide pour sortir du trou. »« Et quel genre d'aide proposez-vous » demanda Amandine, la méfiance revenant dans sa voix. Charles y avait pensé toute la nuit. « Eh bien, pour commencer, que diriez-vous d'un bain chaud et d'une bonne nuit de sommeil? Je connais un hôtel familial près d'ici. Rien, d'extravagant mais propre et sûr. » Amandine se raidit immédiatement. « Nous ne sommes pas des prostituées. »« Je sais, » dit Charles en gardant son calme, « et ce n'est pas ce que je suggère. C'est juste une nuit pour que vous puissiez récupérer, des chambres séparées si vous préférez. Sans aucune arrière-pensée. Pourquoi feriez-vous ça pour des inconnus? » Charles resta silencieux un instant, luttant contre ses propres émotions. « Parce que ma femme disait toujours qu'on ne sait jamais quand on aura besoin de la bonté d'un étranger. Elle est morte il y a 3 ans, et depuis, j'ai un peu oublié ça. Sophie me l'a rappelé. » La sincérité de ces mots était impossible à feindre. Amandine vit la douleur authentique dans ses yeux, et quelque chose en elle fut ému. Elle avait appris à reconnaître les personnes dangereuses, et Charles n'en était pas une. « Une seule nuit » demanda-t-elle hésitante. « Une nuit pour commencer » acquiesça Charles. « Ensuite, on verra comment les choses évoluent. » Sophie, qui avait suivi toute la conversation en silence en berçant Pierre dans ses bras, prit finalement la parole. « Maman, ça fait si longtemps qu'on n'a pas pris de bain chaud, et Pierre a besoin d'un endroit chaud. » Amandine regarda ses enfants, puis Charles, et quelque chose dans son expression la rassura. Il y avait une tristesse familière là, comme s'il portait aussi ses propres blessures. « D'accord, » dit-elle, presque dans un murmure. « Une nuit. » L'hôtel Bellecour se trouvait à seulement 3 rues de là. C'était un établissement simple mais bien entretenu, avec des chambres propres et un personnel aimable. Charles connaissait l'endroit car il y logeait parfois des clients d'autres villes. Ce n'était pas luxueux, mais il y avait tout ce dont une famille avait besoin pour se sentir en sécurité. La réceptionniste, une dame d'une 50aine d'années nommée Madame Élise, regarda avec curiosité le groupe improbable qui entrait dans le hall. Charles se dirigea vers le comptoir avec naturel. « Bonjour, Madame Élise. J'aurais besoin de 2 chambres communicantes pour ce soir. »« Bien sûr, maître Dubois. »« C'est pour la famille ?» demanda-t-elle, en regardant discrètement Amandine et les enfants. « Oui, c'est pour la famille, » répondit-il sans hésiter. Pendant que Charles s'occupait des formalités, Amandine se sentait mal à l'aise. Dans le hall de l'hôtel, ses vêtements sales contrastaient avec l'environnement propre, et elle était sûre que tout le monde la regardait. Sophie lui tenait la main, également un peu intimidée, mais en même temps fascinée par le lustre du plafond et l'odeur de propre du lieu. « C'est prêt, » dit Charles, revenant avec 2 clés, chambre 205 et 207. « Amandine, vous et Pierre, restez dans la 205. Sophie, tu restes avec moi dans la 207, si ça ne te dérange pas. Il y a 2 lits séparés. » Amandine hésita une seconde, mais la perspective d'un bain chaud et d'un lit propre l'emporta sur la méfiance. Les chambres étaient simples mais accueillantes. Des lits avec des draps blancs, des salles de bains avec de l'eau chaude, une télévision et la climatisation. Pour Amandine et les enfants, qui venaient de passer des mois à dormir dehors, cela ressemblait à un palais. « Je vais vous laisser vous installer, » dit Charles. « Que diriez-vous de nous retrouver pour dîner à 7 heures? Il y a un restaurant ici même dans l'hôtel. » Quand Amandine entra dans la chambre avec Pierre, la première chose qu'elle fit fut de courir à la salle de bain et d'ouvrir la douche. L'eau chaude tombant sur ses mains était comme un miracle. Elle se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. Trop maigre, les cheveux sans vie, des cernes profonds. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux à ce moment-là, une petite flamme d'espoir qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. Pendant ce temps, dans la chambre d'à côté, Sophie explorait chaque recoin avec l'émerveillement d'une enfant découvrant un nouveau monde. Elle alluma et éteignit la climatisation plusieurs fois, émerveillée de pouvoir contrôler la température de la pièce. Puis elle alla à la fenêtre et regarda la rue en contrebas, observant les gens qui passaient avec leur vie apparemment organisée. « Je n'ai jamais dormi dans un vrai lit », avoua-t-elle à Charles, qui organisait quelques affaires sur un fauteuil. « Jamais ?»
demanda-t-il, surpris. Enfin, je crois que si, quand j'étais toute petite, avant la naissance de Pierre, mais je ne m'en souviens pas bien. Charles sentit à nouveau sa poitrine se serrer. Alors ce soir sera spécial. Ta première fois dans un vrai lit dont tu te souviendras. Sophie sourit, et c'était la première fois que Charles voyait un vrai sourire sur son visage. Ce n'était pas seulement du soulagement ou de la gratitude, c'était de la joie pure, le genre de joie que seuls les enfants peuvent ressentir, même dans les pires circonstances. À 7 heures, ils se retrouvèrent tous les quatre dans le petit restaurant de l'hôtel. La transformation était impressionnante. Amandine avait pris un bain et s'était lavé les cheveux, et même avec les mêmes vêtements qu'avant. Elle semblait être une personne complètement différente. Il y avait de la couleur sur son visage, et ses yeux avaient plus de vie. Sophie était radieuse, les cheveux brillants et la peau propre. Pierre, qui avait pris un bain tiède et avait été nourri correctement, dormait paisiblement dans les bras de sa mère. « Comment vous sentez-vous » demanda Charles, alors qu'il s'asseyait à une table près de la fenêtre. « Comme si nous étions redevenus des êtres humains, » répondit Amandine. Et pour la première fois, il entendit une note d'émotion authentique dans sa voix, pas seulement de la fatigue ou de la méfiance. Pendant le dîner, ils parlèrent de manière plus détendue. Charles découvrit qu'Amandine avait été coiffeuse avant la naissance de Pierre, que Sophie adorait lire et dessiner, et que la famille avait une dynamique aimante, malgré toutes les difficultés. Amandine, de son côté, réalisa que Charles était un homme véritablement solitaire, que la perte de sa femme l'avait laissé perdu dans son propre monde. « Puis-je vous demander comment votre femme est décédée » questionna Amandine pendant le dessert. Charles resta silencieux quelques secondes. « Un cancer. Ça a été rapide, mais pas assez pour ne pas être douloureux. Hélène disait toujours que je devais apprendre à vivre seule, au cas où il lui arriverait quelque chose. Mais je n'ai jamais appris. J'ai juste existé. » « Ça doit être difficile, » dit Amandine avec sincérité. « Ça l'est, mais vous rencontrer m'a fait réaliser que j'avais peut-être confondu vivre seul avec vivre isolé. » Après le dîner, alors qu'ils montaient dans les chambres, Amandine s'arrêta dans le couloir et regarda Charles. « Merci, » dit-elle simplement. « Vraiment merci. »« De rien. » Et Amandine, « L'offre ne se termine pas demain matin. Si vous le souhaitez, on peut parler d'autres possibilités. » « Quel genre de possibilités ?» Charles y avait pensé pendant le dîner. « J'ai un appartement vide à la Croix-Rousse. Il est petit, mais il a 2 chambres, une cuisine, tout fonctionne. Il est inoccupé depuis des mois. Que diriez-vous d'y rester un moment? Le temps de vous organiser ?» Amandine le dévisagea, cherchant un signe qu'il y avait une contrepartie cachée dans cette offre. « En échange de quoi ?»« En échange de la promesse de Sophie. Et que vous me laissiez vous aider, jusqu'à ce que vous puissiez vous débrouiller seuls à nouveau. »« Pourquoi faites-vous ça? Vraiment ?» Charles sourit tristement. « Parce que peut-être que vous aider est une façon pour moi de recommencer à vivre. Peut-être qu'on a besoin l'un de l'autre plus qu'on ne l'imagine. » Amandine passa toute la nuit à réfléchir à cette proposition. Allongée dans un lit propre et doux, avec Pierre dormant paisiblement à ses côtés, elle ressentait un mélange d'espoir et de peur. L'espoir que peut-être enfin il pourrait avoir une chance de recommencer. La peur que ce soit trop beau pour être vrai. Dans la chambre d'à côté, Sophie non plus ne parvenait pas à dormir, mais pour des raisons différentes. Elle était éblouie par la douceur du lit, par le silence de la chambre, par le sentiment de sécurité. Mais surtout, elle pensait à ce que Charles avait dit au dîner à propos de sa femme. Elle avait perdu son père quand elle était très petite, et depuis elle rêvait d'avoir une vraie figure paternelle. Serait-il possible que leur chemin ait croisé celui de Charles exactement au moment où ils en avaient le plus besoin tous les 3? Charles, de son côté, était sur le canapé du salon, fixant le plafond et se demandant ce qu'Hélène dirait si elle pouvait le voir à ce moment-là. Elle avait toujours rêvé d'avoir des enfants, mais les traitements contre le cancer avaient rendu cela impossible. Peut-être que, d'une manière mystérieuse, elle guidait ses pas vers cette famille qui avait autant besoin de soins que lui avait besoin d'un but. Quand le soleil se leva le lendemain matin, ils savaient tous les 4 que leur vie avait changé pour toujours. La promesse d'une fillette de 10 ans s'était transformée en le début de quelque chose de bien plus grand. Une famille improbable qui commençait à peine à découvrir le sens du mot espoir. 3 semaines plus tard,
l'appartement de la Croix-Rousse s'était complètement transformé. Ce qui était autrefois un espace vide et sans vie, avec des meubles recouverts de draps et une odeur d'abandon, vibrait maintenant de l'énergie d'une famille. Les murs que Charles ne s'était jamais donné la peine de décorer arboraient désormais des dessins colorés de Sophie, collés avec du ruban adhésif. La cuisine, qu'il n'utilisait que pour réchauffer des plats surgelés lorsqu'il visitait les lieux, exhalait maintenant des arômes de cuisine maison qu'Amandine préparait avec les ingrédients frais que Charles apportait religieusement chaque semaine. Sophie était méconnaissable. Inscrite à l'école primaire Jean Moulin à 3 rues de l'appartement, elle s'était adaptée aux études avec une soif d'apprendre qui impressionnait même ses professeurs. Tous les après-midi, quand Charles rentrait du travail, il la trouvait à la petite table du salon entourée de livres et de cahiers, avec un dévouement presque obsessionnel pour ses études. « Regardez, monsieur Charles », l'accueillit-elle ce jeudi après-midi, brandissant un cahier tout gribouillé. « Tante Martine a dit que ma rédaction était la meilleure de la classe. Vous voulez voir ?» Charles posa sa mallette et s'assit à côté d'elle, mettant ses lunettes de lecture. Le texte, écrit avec l'écriture encore incertaine mais soignée d'une enfant de 10 ans, parlait de « mon héros ». Et à sa surprise et son émotion, le héros de la rédaction n'était pas un super-héros de bande dessinée ou un joueur de football. C'était lui. « Mon héros ne porte pas de cape et ne vole pas », lisait Charles à voix haute, l'émotion faisant trembler sa voix. « Il porte un costume et a un sourire gentil. Mon héros a cru en ma promesse quand tout le monde aurait dit qu'un enfant ne comprend rien aux promesses. Il m'a appris que parfois les anges apparaissent quand on s'y attend le moins, et que la vraie bonté existe bel et bien dans le monde. » Charles dut s'arrêter de lire un instant, enlevant ses lunettes pour dissimuler les larmes qui insistaient à apparaître. Sophie l'observait avec cette intensité particulière des enfants, capables de voir à travers les masques que les adultes portent. « Ça vous a plu » demanda-t-elle, anxieuse. « Sophie, » dit-il, la voix étranglée, « c'est la plus belle rédaction que j'ai jamais lue de toute ma vie. Et pourtant j'en ai lu beaucoup. C'est que je voulais écrire sur quelqu'un de vrai, » expliqua-t-elle sérieuse. Tante Martine a dit qu'un vrai héros est celui qui fait une différence dans notre vie, pas ceux des films. À ce moment, Amandine apparut dans le salon portant Pierre dans ses bras. Le bébé avait radicalement changé au cours de ces 3 semaines. Il avait pris du poids, ses joues étaient roses et saines, et il souriait constamment, surtout quand il voyait Charles arriver. Amandine aussi était différente. Le traitement avec la psychologue, Dr Françoise Ray, que Charles avait trouvé grâce à son réseau, faisait effet. Elle avait encore des jours difficiles, des moments où la tristesse la submergeait, mais ils étaient de moins en moins fréquents. « Comment s'est passée la séance aujourd'hui » demanda Charles, tandis que Sophie retournait à ses devoirs avec un enthousiasme renouvelé. « Mieux » répondit Amandine, s'asseyant sur le canapé et installant Pierre sur ses genoux. « Le docteur Ray dit que je progresse. J'ai réussi à parler de choses dont je n'arrivais pas à parler avant. » Charles savait qu'elle faisait référence à la relation abusive qui avait détruit son estime de soi et l'avait conduite à cette situation de vulnérabilité. Amandine n'avait jamais raconté les détails, mais ce n'était pas nécessaire. Charles voyait les cicatrices invisibles, la façon dont elle se recroquevillait quand quelqu'un parlait trop fort, la manière dont elle mettait du temps à faire confiance. Et qu'a dit d'autre le docteur ? Amandine hésita un instant. Elle a dit que je suis en train de recréer des liens sains, que c'est normal que j'ai peur de m'attacher aux gens, mais que je ne peux pas laisser la peur m'empêcher de vivre. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle dit cela, en regardant directement Charles, qui fit accélérer le cœur de celui-ci. Au cours des dernières semaines, leur relation avait évolué au-delà de la simple aide humanitaire. Ils avaient développé une routine intime et chaleureuse. Charles rentrait du travail. Amandine avait déjà préparé le dîner, Sophie montrait ses cahiers et ses réussites scolaires, Pierre jouait sur le tapis du salon avec les jouets éducatifs que Charles avait achetés. « Amandine » commença Charles, mais il fut interrompu par la sonnerie de son téléphone. « Allô » répondit-il, surpris par le numéro inconnu. « Salut, c'est bien l'appartement de la Croix-Rousse » Charles fronça les sourcils. « Oui, qui est à l'appareil ?»« C'est Roger, le père de Pierre. J'ai appris qu'il était là. » Le sang de Charles se glaça. Amandine, qui avait entendu le nom, devint instantanément pâle, comme si elle avait vu un fantôme.
Sophie arrêta d'écrire et regarda sa mère, comprenant immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Un instant, » dit Charles, se retirant dans la chambre. « Comment avez-vous eu ce numéro ?»« Oh, mec, la ville n'est pas si grande. Pas mal de gens connaissent cette Amandine par ici. J'ai découvert qu'elle était dans un appart avec les gosses. Je veux voir mon fils. » La voix de l'homme était traînante, avec ce ton caractéristique de quelqu'un qui avait bu mais essayait de paraître sobre. Charles sentit une rage sourde monter en lui. « Vous avez abandonné votre famille il y a plus d'1 an, » dit Charles, contrôlant son ton. « Vous n'avez aucun droit légal d'exiger quoi que ce soit. »« Hé, doucement, l'avocat. Je sais que tu as du fric. Et tout. Mais le gamin, c'est mon sang. J'ai des droits, oui. Et si vous ne voulez pas d'ennui, il vaut mieux qu'on discute. » Charles raccrocha et retourna dans le salon. Amandine serrait Pierre avec une force qui semblait vouloir le protéger de tous les maux du monde. Ses mains tremblaient visiblement. « C'était lui ?» demanda-t-elle dans un murmure. « C'était lui. Mais ne t'inquiète pas, il ne s'approchera pas de vous. » Sophie se leva de la table et courut pour serrer sa mère dans ses bras. « Qui c'était, maman? Pourquoi tu es comme ça ?» Amandine regarda sa fille, luttant pour trouver des mots qui n'effraieraient pas une enfant de 10 ans. « C'était le père de Pierre, Sophie. Il est réapparu. » Sophie écarquilla les yeux. Elle se souvenait vaguement de Roger, un homme grand qui criait beaucoup et faisait pleurer sa mère. Elle n'avait que 8 ans quand il était parti, mais elle gardait de mauvais souvenirs de cette période. « Il va emmener Pierre ?» demanda-t-elle, la voix petite et effrayée. « Non, » dit Charles fermement, s'approchant et posant une main protectrice sur l'épaule de Sophie. « Personne ne va vous séparer, je le promets. » Amandine leva les yeux vers lui et Charles y vit non seulement de la peur, mais aussi une confiance touchante. Elle croyait en lui. Elle croyait qu'il pouvait les protéger. « Il a des droits légaux ?» demanda-t-elle. Charles réfléchit rapidement. En tant qu'avocat, il savait que la situation était complexe. Roger était le père biologique de Pierre, et même en ayant abandonné la famille, cela lui donnait certaines prérogatives légales. Mais il y avait aussi l'historique de négligence et d'abus. Techniquement, oui, il a certains droits en tant que père biologique. Mais nous avons aussi des arguments solides contre lui. Abandon, négligence, non-paiement de pension alimentaire. Et plus important encore, nous avons des preuves que vous et les enfants êtes dans une bien meilleure situation maintenant. Charles s'agenouilla devant Amandine, prenant délicatement ses mains. « Écoute, je vais appeler un collègue spécialiste en droit de la famille. Nous allons nous préparer correctement. Tu as tout mon soutien, légal et personnel. Mais s'il réussit à emmener Pierre, et si le juge pense qu'il a plus de droits que moi, ça n'arrivera pas, » dit Charles avec conviction. « Tu es une mère merveilleuse, Amandine. Tu t'es occupée des enfants seule pendant tout ce temps. Tu suis une thérapie, tu te rétablis, tu leur offres de la stabilité. Aucun juge sensé ne confierait Pierre à quelqu'un qui a abandonné sa famille. » Sophie, qui avait écouté toute la conversation avec le sérieux précoce que la vie lui avait imposé, prit la parole. « Monsieur Charles, Pierre ne connaît même pas cet homme. Pierre ne vous connaît que vous comme père. » Les mots de la fillette tombèrent sur Charles comme un éclair. Sophie avait verbalisé quelque chose que tout le monde ressentait, mais que personne n'avait osé dire. Là, dans cet appartement, ils étaient devenus une vraie famille. Pas une famille traditionnelle, mais une famille basée sur l'amour, le soin mutuel et le choix conscient d'être ensemble. Amandine regarda Charles avec une nouvelle intensité. « Sophie a raison, » dit-elle, la voix encore tremblante, mais avec une note de détermination. « Pierre ne connaît que toi comme figure paternelle. Tu es présent tous les soirs, c'est toi qui lui donnes son bain quand je n'y arrive. Pas toi qui te lèves quand il pleure la nuit. Roger n'est que du matériel génétique. » Charles sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Il s'était attaché à Pierre comme s'il était son propre fils. Voir le bébé grandir, apprendre à Sophie à faire du vélo dans le parc du quartier, aider Amandine à se reconstruire, tout cela avait donné un sens à sa vie qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. « Alors c'est ce que nous allons argumenter, » dit-il. « Paternité réelle contre paternité biologique. Nous allons montrer au juge que Pierre a un père présent. T'es aimant, moi, et que le séparer de cette famille serait préjudiciable à son développement. Mais pour que ça marche, » dit Amandine lentement, « il faudrait que tu assumes légalement une position dans notre famille. » Charles comprit ce qu'elle insinuait.
Pour avoir une force légale en tant que figure paternelle de Pierre, il devrait être plus qu'un ami qui aidait. Il devrait être légalement reconnu comme le compagnon d'Amandine, assumant des responsabilités paternelles officielles. « C'est ce que je veux, dit-il sans hésiter. Amandine, Sophie, Pierre, vous êtes devenus ma famille, la seule famille que je veux avoir. » Amandine sentit ses yeux se remplir de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était du soulagement, de la gratitude et, pour la première fois depuis longtemps, un véritable espoir qu'elle pourrait peut-être avoir un avenir heureux et sûr. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle. « Ce n'est pas seulement à cause de la situation légale, parce que si c'est le cas… » Charles l'interrompit, prenant délicatement son visage entre ses mains. « Amandine, je suis tombé amoureux de vous trois, de ta force, de l'intelligence, de Sophie, du sourire de Pierre, de la famille que nous sommes devenus ensemble. La menace de Roger m'a juste fait réaliser que je ne veux pas vous perdre, jamais. » Sophie, qui observait tout avec des yeux écarquillés, ne put se retenir. « Ça veut dire que vous allez être mon vrai père ?» Charles sourit à travers ses propres larmes. « Si ta mère est d'accord, et si tu le veux, j'adorerais être ton vrai père. »« Je veux !» s'exclama Sophie, courant pour serrer Charles dans ses bras. « J'ai toujours voulu avoir un père, et vous êtes le meilleur père que je pouvais demander. » Amandine serra Pierre contre sa poitrine, observant Charles et Sophie s'étreindre, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que le monde n'était peut-être pas un endroit si dangereux. Peut-être, juste peut-être, qu'ils pourraient gagner cette bataille et construire la famille que tous méritaient. « Alors, battons-nous, dit-elle, avec une nouvelle détermination dans la voix. Battons-nous pour notre famille. » Charles prit le téléphone et composa le numéro de Me Robert Mathieu, le meilleur avocat en droit de la famille qu'il connaissait. Pendant qu'il expliquait la situation, Amandine mit Pierre dans son berceau et rejoignit Sophie, qui était encore radieuse à la perspective d'avoir enfin un père. « Maman, dit Sophie, tu te souviens quand j'ai fait cette promesse au magasin? J'ai dit que je paierais Monsieur Charles quand je serais grande? »« Je me souviens, répondit Amandine. Je crois que je suis déjà en train de payer. On lui donne une famille. Et il nous donne une famille aussi. Tout le monde paie tout le monde. » Amandine sourit, émerveillée par la sagesse de cette fillette qui avait grandi trop vite, mais qui parvenait encore à voir le monde avec la clarté pure de l'enfance. De la chambre, ils entendaient Charles parler avec l'avocat, sa voix ferme et déterminée. Il expliquait la situation, demandait des conseils sur la marche à suivre, sur la manière de protéger la famille qu'il avait choisie contre la menace qui avait ressurgi du passé. Quand il revint dans le salon, son visage était sérieux, mais confiant. « Maître Mathieu nous recevra demain matin. Il a dit que nous avons de bons arguments, surtout avec l'historique d'abandon et de négligence de Roger. Mais il a aussi suggéré que nous officialisions notre union le plus tôt possible. Cela renforcerait notre position légale. » Amandine déglutit. « Officialiser comment? Mariage civil, PACS. Un document légal qui prouve que nous sommes une famille constituée, pas seulement des gens qui vivent ensemble. » Le mot « mariage » flotta dans l'air pendant quelques secondes. C'était un grand pas, même en considérant tout ce qu'ils avaient déjà construit ensemble. « C'est trop rapide ?» demanda Charles, percevant son hésitation. Amandine regarda autour d'elle. Elle regarda Sophie, penchée sur ses cahiers, étudiant avec la détermination de quelqu'un qui veut un avenir meilleur. Elle regarda Pierre, dormant paisiblement dans son berceau, les joues roses de santé. Elle regarda Charles, l'homme qui était apparu comme un ange dans une nuit froide et qui depuis n'avait pas quitté leur côté un seul jour. « Non, dit-elle finalement, ce n'est pas trop rapide, c'est le bon moment, c'est la bonne chose à faire. » Charles sourit, et ce fut un sourire de soulagement profond mêlé d'un amour sincère. « Alors, demain, on va à la mairie après avoir vu l'avocat? »« On y va, » acquiesça Amandine. « Marions-nous, soyons une famille légale aux yeux de la loi, et gagnons cette bataille contre Roger. » Sophie se leva de la table et courut pour les serrer tous les deux dans ses bras. « Je peux être la demoiselle d'honneur. » Charles rit et c'était la première fois qu'Amandine l'entendait éclater de rire, un rire vrai, libre et heureux. « Bien sûr, princesse, tu seras la plus belle demoiselle d'honneur qui ait jamais existé. » Alors qu'ils s'étreignaient tous les trois, avec Pierre dormant paisiblement dans son berceau à côté, aucun d'eux n'imaginait les défis
Qui les attendait encore? Mais pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, ils étaient tous sûrs d'une chose. Quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble, comme une vraie famille. Le mariage civil eut lieu un vendredi ensoleillé, à la mairie du centre de Lyon. Amandine portait une robe bleu clair que Charles avait achetée spécialement pour l'occasion, et Sophie était radieuse dans son rôle de demoiselle d'honneur, tenant Pierre dans ses bras pendant toute la cérémonie. Il n'y avait ni invité ni fleurs élaborées, ni fête, juste eux quatre, l'officier d'état civil, 2 témoins qui travaillaient, à la mairie et la promesse solennelle qu'ils resteraient ensemble, dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie. « Charles-Henri Dubois, dit l'officier, consentez-vous à prendre pour épouse Amandine Martin, ici présente, et promettez-vous de lui être un époux fidèle dans la prospérité et dans l'adversité, dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie, de l'aimer et de la respecter tous les jours de votre vie? » « Je le veux, » répondit Charles, regardant dans les yeux d'Amandine avec une intensité qui fit accélérer le cœur de celle-ci. « Amandine Martin, consentez-vous à prendre pour époux Charles-Henri Dubois, ici présent, et promettez-vous de lui être une épouse fidèle dans la prospérité et dans l'adversité, dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie, de l'aimer et de le respecter tous les jours de votre vie ?» Amandine prit une profonde inspiration, pensant à tout ce qui s'était passé depuis cette nuit froide dans la supérette. « Je le veux, » dit-elle, et sa voix sonna ferme et convaincue. Quand ils échangèrent les alliances simples que Charles avait achetées à la bijouterie du coin, Sophie se mit à pleurer d'émotion. « Maintenant on est une vraie famille, » murmura-t-elle à Pierre, qui jouait avec ses petits doigts potelés. La lune de miel dura exactement 6 heures. Juste après le déjeuner de célébration dans un restaurant près de la mairie, le téléphone de Charles sonna. C'était me Robert Mathieu, avec des nouvelles inquiétantes. « Charles, Roger a déposé une demande de garde partagée ce matin. Son avocat est Paul César Durand, vous le connaissez ?» Charles le connaissait. Durand était connu pour accepter des cas difficiles et utiliser toutes les stratégies légales possibles, pas toujours les plus éthiques. Qu'est-ce qu'il allègue? La paternité biologique, les droits constitutionnels, et plus intéressant, il allègue que vous avez contraint Amandine au mariage pour renforcer votre position légale. Il dit que le mariage est une farce pour nuire à ses droits de père. Charles sentit son sang se glacer. Et ses chances de gagner? Faibles, mais elles existent. C'est pourquoi nous devons agir vite. Premièrement, je suggère que vous quittiez Lyon pour quelques semaines. J'ai une propriété à Annecy que je peux vous prêter. Deuxièmement, nous allons accepter des visites supervisées comme preuve de bonne foi judiciaire. Amandine, qui écoutait la conversation, pâlit. Des visites supervisées, ça veut dire qu'il va voir Pierre? Ça veut dire qu'un travailleur social accompagnera des rencontres contrôlées, expliqua Charles, couvrant le téléphone. C'est une stratégie. Ça montre au juge que nous n'empêchons pas le contact, nous garantissons juste la sécurité de Pierre. « Je ne veux pas de cet homme près de mon fils, » dit Amandine, la voix tremblante de colère et de peur. « Charles, tu ne comprends pas. Il est dangereux. Il... » Amandine ne put finir sa phrase, mais Charles vit dans ses yeux des souvenirs douloureux qu'elle n'avait pas encore complètement racontés, même à la psychologue. « Qu'a-t-il fait, Amandine? J'ai besoin de savoir pour que nous puissions nous défendre. » Amandine prit Pierre dans ses bras et s'éloigna de quelques pas comme si elle avait besoin de distance pour pouvoir parler. Il me battait, presque tous les jours. Et quand il a découvert que j'étais enceinte, il a dit que si ce n'était pas un garçon, il allait me faire perdre le bébé. Sophie, qui jouait avec les serviettes de table, s'arrêta et regarda sa mère. Elle savait que Roger était méchant, mais elle ne connaissait pas tous les détails de la violence qu'Amandine avait subie. Charles sentit une rage froide monter en lui. « Il vous a menacé, toi et le bébé ?» Plus que ça. Quand Pierre est né, il a dit que si j'essayais de quitter la maison ou de le dénoncer, il prendrait Pierre, et je ne reverrais plus jamais mon fils. C'est pour ça que je me suis enfui, en pleine nuit. J'ai pris les enfants et je suis parti en courant. On a fini à la rue parce que je n'avais nulle part où aller, mais je préférais la rue plutôt que de rester avec lui. Charles retourna au téléphone. « Robert, notez tout ce que je vais vous dire. Nous avons un historique de violence conjugale, de menaces contre le mineur et de menaces d'enlèvement.
Est-ce que cela change notre stratégie? Ça change tout. Si nous pouvons le prouver, les visites supervisées deviennent notre arme. Il va s'exposer, les hommes comme lui ne peuvent pas se contrôler quand ils sont observés. 3 jours plus tard, la famille était installée dans une maison accueillante à Annecy. La propriété se trouvait dans une rue tranquille, entourée de sapins et avec une vue magnifique sur les montagnes. Sophie avait été inscrite à l'école locale où elle s'était rapidement distinguée à nouveau par ses études. Pierre s'était bien adapté au climat plus frais, dormant mieux et jouant dans le jardin de la maison les après-midi ensoleillés. Amandine, cependant, était de plus en plus anxieuse. Même loin de la ville, elle regardait constamment par-dessus son épaule, sursautant au moindre bruit étrange. Les séances de thérapie se faisaient désormais par appel vidéo avec le docteur Ray, mais la distance n'aidait pas à son rétablissement. « Il va me retrouver », disait-elle à Charles les nuits où elle ne parvenait pas à dormir. Roger a toujours été malin pour ces choses-là. Et s'il découvre où nous sommes? Il ne le découvrira pas, la rassurait Charles, la serrant contre sa poitrine. Et même s'il le découvre, maintenant tu n'es plus seul. Tu as toute une famille pour te protéger. Une de ces conversations nocturnes révéla à Charles la dimension réelle du traumatisme qu'Amandine portait. « Tu sais pourquoi j'ai accepté de t'épouser si vite ?» demanda-t-elle une aube d'août, alors qu'elle observait la pluie fine frapper la fenêtre. « Pourquoi ?» Parce que c'est la première fois de ma vie qu'un homme me fait me sentir en sécurité. Avec le père de Sophie, j'étais trop jeune pour comprendre les signes de danger. Avec Roger, j'étais déjà trop détruite pour réussir à m'enfuir avant. Mais avec toi, c'est différent. Charles se tourna pour la regarder dans le noir. Différent comment? Tu m'écoutes. Tu me demandes ce que je veux, ce que je ressens. Tu joues avec les enfants sans perdre patience. Tu ne m'as jamais crié dessus, jamais fait sentir stupide ou incapable. Amandine fit une pause, cherchant les mots justes. Le docteur Ray dit que je confonds protection et possession, que j'ai appris à croire qu'un homme qui crie et contrôle est celui qui aime vraiment. Mais tu m'as appris que le véritable amour est silencieux. C'est du soin, sans exigence. Charles sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Amandine, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Pas parce que tu as besoin de protection, mais parce que tu es une femme incroyable, forte, intelligente, une mère merveilleuse. Je sais, et c'est ça qui m'effraie un peu. J'apprends à m'aimer à travers tes yeux, et j'ai peur que si tu pars, moi je me perde à nouveau. Je ne partirai pas, promit Charles. Jamais. Nous sommes une famille, Amandine. Pour toujours. Ces conversations intimes renforçaient encore plus leur lien. Charles commença aussi à s'ouvrir sur ses propres blessures. Il raconta à Amandine les derniers jours d'Hélène, la culpabilité qu'il ressentait de ne pas avoir pu la sauver, les années de solitude qui suivirent. « Quand je vous ai rencontré, je ne faisais qu'exister », confessa-t-il un après-midi, alors qu'il se promenait dans la vieille ville d'Annecy, avec Pierre dormant dans la poussette et Sophie courant entre les arbres. « Ma vie, c'était travail, maison. J'avais oublié ce que signifiait avoir un but. Et maintenant ? Maintenant, je me lève chaque jour en pensant à comment je peux être un meilleur père pour Sophie et Pierre, un meilleur mari pour toi. Vous m'avez rendu la vie, Amandine. » C'est lors d'un de ces après-midi tranquilles qu'ils reçurent l'appel qui allait tout changer. « Charles, dit Mathieu, la voix tendue, nous avons un problème. Roger a trouvé l'adresse de l'appartement à Lyon et a forcé l'entrée pour vous chercher. Il n'a rien cassé, rien volé, mais il a clairement fait savoir qu'il sait que vous n'êtes plus là. » Charles s'éloigna d'Amandine et de Sophie, qui choisissaient des livres dans une petite librairie. Comment a-t-il fait? Un pot de vin, probablement. Quelqu'un de l'immeuble a dû parler. Le nouveau concierge ne vous connaissait pas et a dû donner des informations. La bonne nouvelle, c'est que cela renforce notre dossier. Violation de domicile, même sans dommage matériel, montre un mépris des lois. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous cherche activement. Charles regarda sa famille à travers la vitrine de la librairie. Sophie aidait Amandine à choisir un livre d'histoires à lire à Pierre, tous souriants et tranquilles. La normalité de cette scène contrastait brutalement avec la menace qui planait au-dessus de leur tête. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Restez là-bas, ne quittez pas Annecy, et préparez-vous. La semaine prochaine, nous avons la première audience. Amandine devra témoigner sur l'historique de violence. Quand Charles retourna dans la librairie, Amandine comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qu'il y a »
Il faut qu'on parle en rentrant à la maison, dit-il, forçant un sourire pour ne pas effrayer Sophie. Cette nuit-là, après que Sophie se soit endormie et que Pierre soit dans son berceau, Charles lui raconta l'effraction. Amandine resta silencieuse pendant plusieurs minutes, regardant simplement dans le vide. « Je le savais, dit-elle finalement. Je savais qu'il n'abandonnerait pas. » Amandine. « Non, Charles, tu ne comprends pas. Roger ne veut pas de Pierre parce qu'il aime son fils. Il veut Pierre pour m'avoir à nouveau sous son pouvoir. C'est comme ça que les hommes comme lui fonctionnent. C'est du contrôle, pas de l'amour paternel. » Charles prit ses mains, qui étaient glacées malgré le chauffage allumé. « Alors, nous allons le montrer au juge. À l'audience, tu raconteras tout. Nous prouverons qu'il est un danger pour vous. Et si le juge ne me croit pas, et s'il pense que j'invente des choses pour te favoriser? Ça n'arrivera pas. Nous avons des preuves, Amandine. L'effraction de l'appartement, les dossiers médicaux de tes blessures quand tu vivais avec lui, la main courante que tu as déposée à l'époque. » Amandine écarquilla les yeux. « Quelle main courante? Je n'ai jamais... » L'assistante sociale de l'hôpital où Pierre est né a enregistré tes blessures comme une possible violence conjugale. C'est un protocole standard. Tu ne t'en souviens peut-être pas parce que tu étais en train d'accoucher, mais il existe une documentation officielle. Pour la première fois depuis des jours, Amandine sourit de soulagement. « Alors, on a des chances de gagner? » « Plus que des chances. Nous avons une famille unie, des preuves solides et la vérité de notre côté. Roger a peut-être des droits biologiques, mais nous avons quelque chose de bien plus fort. Un amour réel et une protection véritable. » À l'école locale, Sophie se distinguait non seulement dans les matières scolaires, mais aussi dans sa façon de se comporter avec ses camarades. L'enseignante Madame Martine, qui portait par coïncidence le même nom que l'enseignante de Lyon, avait fait remarquer à Charles à quel point Sophie était mature pour son âge, mais qu'elle avait aussi une générosité naturelle envers les plus jeunes enfants. « Elle a un sens de la protection très développé », avait dit l'enseignante lors d'une réunion. « C'est comme une petite mère pour tous ses camarades. Cela pourrait être le reflet de la responsabilité précoce qu'elle a dû assumer avec son frère. » Charles partagea cette observation avec Amandine, qui s'inquiéta. « Je ne veux pas que Sophie perde son enfance à cause de nous. »« Elle ne la perd pas, » la rassura Charles. « Elle gagne en sécurité. Et la sécurité permet à un enfant d'être vraiment un enfant. » En effet, dans les semaines qui suivirent, Sophie commença à montrer un côté plus léger et enjoué. Elle se lia d'amitié avec une fille de l'école nommée Béatrice, commença à demander des cours de peinture et se plaignit même lorsque Charles lui dit qu'il ne pouvait pas acheter le jouet qu'elle voulait. C'étaient des signes sains qu'elle se sentait suffisamment en sécurité pour être une enfant normale. « Vous savez ce qui me rend le plus heureuse ?» Ça a dit Sophie à Charles un après-midi en rentrant de l'école ensemble. « C'est que maintenant, je peux faire des projets pour l'avenir. Avant, je ne pouvais penser qu'à ce que j'allais manger le lendemain ou où on allait dormir. Maintenant, je peux rêver de devenir vétérinaire ou écrivaine, ou les deux. »« Et tu le seras, » dit Charles, ressentant une vague de fierté paternelle. « Tu seras tout ce que tu voudras, princesse. » Mais, malgré leurs efforts pour maintenir une normalité, l'audience approchait, et avec elle la nécessité pour Amandine de retourner à Lyon pour témoigner. La perspective d'être dans la même ville, dans le même bâtiment que Roger, la rendait de plus en plus anxieuse. « Et s'il laissait quelque chose au tribunal ?» demandait-elle tous les soirs. « Il y aura de la sécurité. Je serai là. Mais Mathieu sera là. Tu ne seras pas seul une seule seconde, » promettait Charles. La veille de leur retour pour l'audience, Sophie posa une question qui les prit tous par surprise. « Vous pensez que si on gagne au tribunal, ce méchant homme arrêtera de nous embêter ?» Charles et Amandine échangèrent qu'un regard. C'était une question d'enfant, mais qui touchait au cœur de leur plus grande peur. « On l'espère, Sophie, » répondit honnêtement Amandine. « Mais peu importe ce qui se passe, nous resterons ensemble et nous nous protégerons toujours. » « C'est que j'ai peur qu'il vous fasse du mal, » avoua Sophie. « Je ne veux pas perdre ma famille à nouveau. » Charles s'agenouilla devant elle. « Sophie, regarde-moi. Tu ne perdras plus jamais ta famille. Peu importe ce qui se passe à l'audience, peu importe ce que fait Roger, tu auras toujours une mère qui t'aime et un père qui donnerait sa vie pour te protéger. Vous le promettez? Je le promets. Et tu te souviens de ta promesse au magasin cette nuit-là? Tu l'as tenue. Tu as déjà payé ta dette envers moi. Et il reste même de la monnaie. Maintenant,
c'est à mon tour de tenir mes promesses envers vous. » Cette dernière nuit à Annecy, avant de retourner affronter ce qui serait le moment le plus critique de leur vie de famille, ils dormirent tous les quatre dans le salon, dans un nid de couvertures et d'oreillers. Pierre entre Charles et Amandine, Sophie blottie dans les bras de sa mère, tous ayant besoin de sentir la proximité physique qui leur donnait un sentiment de sécurité. Dehors, les Alpes s'étendaient silencieuses, sous le ciel étoilé, indifférentes au drame humain qui se jouait. Mais à l'intérieur de cette maison accueillante, une famille se préparait pour le combat le plus important de sa vie, le droit de rester ensemble et en sécurité, loin des ombres du passé qui insistaient à les hanter. La chambre des affaires familiales du palais de justice de Lyon était particulièrement animée ce mardi de septembre. Amandine s'accrochait au bras de Charles alors qu'ils traversèrent les couloirs bondés de gens, d'avocats et de familles en litige. Elle portait un tailleur bleu marine que Charles avait acheté spécialement pour l'occasion. Discret, mais élégant, donnant l'image d'une mère responsable et posée qu'elle était devenue. Sophie était restée avec une voisine à Annecy, sous la supervision d'une assistante sociale que M. Mathieu avait engagée. Pierre était dans les bras d'une nounou spécialisée qui les accompagnerait pendant toute l'audience, au cas où il serait nécessaire de présenter l'enfant au juge. Maître Charles Dubois? Une voix masculine les fit s'arrêter dans le couloir. C'était Roger. Amandine sentit ses jambes flageoler en le voyant après plus d'1 an. Il portait un costume bon marché mais propre et s'était coupé les cheveux et rasé pour l'occasion. Aux yeux de quelqu'un qui ne le connaissait pas, il ressemblait à un père inquiet luttant pour ses droits sur son fils. Mais Amandine voyait au-delà de la façade. Elle voyait les petits yeux cruels, la posture arrogante, le faux sourire qui masquait la violence qu'elle connaissait si bien. « Roger », dit froidement Charles, se plaçant instinctivement entre lui et Amandine. « Maître », fit Roger avec une révérence ironique. « Alors, Amandine, bien traitée par ton mari riche ?» Amandine sentit la vieille sensation de terreur lui remonter le long de la colonne vertébrale, mais cette fois, quelque chose était différent. Elle n'était pas seule. Charles à ses côtés, M. Mathieu s'approchant dans le couloir, la certitude d'avoir toute une famille pour la protéger. « Je ne te parlerai pas, » dit-elle, la voix tremblante mais ferme. « Seulement en présence du juge. » Roger rit d'un air désagréable. « Ah ouais, tu fais ta maligne. Maintenant, hein, t'as trouvé un avocat et tu te crois meilleur que tout le monde? »« Ça suffit, » dit Charles en faisant un pas en avant. « Toute communication se fera par l'intermédiaire des avocats. »« Détends-toi, l'avocat. Je ne vais pas toucher à ta petite femme, je veux juste voir mon fils. J'en ai le droit, non ?» À ce moment, M. Mathieu arriva et évalua immédiatement la situation. « Roger, vous savez que vous ne pouvez pas aborder la famille directement. Cela pourrait être considéré comme de l'intimidation. »« De l'intimidation. » Crie Roger. « J'ai juste salué mon ex et le beau-père de mon fils. » La façon dont il prononça « beau-père » était chargée de venin, comme si Charles était un intrus dans la vie de Pierre. Mais Amandine, à la surprise de tous, y compris d'elle-même, fit un pas en avant. « Charles n'est pas le beau-père de Pierre, » dit-elle en regardant Roger droit dans les yeux. « Charles est le père de Pierre, le seul père qu'il connaisse. » Le visage de Roger se tordit de colère. « Je suis le père biologique. C'est moi qui ai fait le gamin. »« N'importe qui peut faire un bébé, » répliqua Amandine avec un courage qu'elle ne se connaissait pas. « Être un père, c'est être présent, c'est prendre soin, c'est aimer. Ça, tu ne l'as jamais fait. » Charles était fier de la femme courageuse qu'Amandine était devenue. Mais Mathieu profita du moment pour intervenir. « Bien, nous nous verrons dans la salle d'audience. Allons-y. » Le juge Louis-Ferdinand Cormier, de la 3e chambre des affaires familiales, était connu pour sa sérénité et ses décisions bien fondées. À 58 ans, il avait été témoin de centaines de conflits familiaux et avait développé un instinct aiguisé pour distinguer les parents véritablement soucieux de leurs enfants de ceux qui utilisaient les enfants comme des outils de pouvoir. « Bonjour, » dit-il, lorsque tout le monde fut installé dans la salle. « Nous sommes ici pour évaluer la demande de garde partagée du mineur Pierre Martin, déposée par M. Roger Silva contre Mme Amandine Martin-Dubois et son époux, M. Charles-Henri Dubois. » M. Paul César Durand, l'avocat de Roger, prit la parole en premier. « Votre honneur, mon client est le père biologique de l'enfant.
et a été absent en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Aujourd'hui, avec un emploi et sobre, il souhaite reprendre sa responsabilité paternelle et développer une relation saine avec son fils. Quelles étaient ces circonstances indépendantes de la volonté de votre client ? Demanda le juge. Des problèmes d'alcoolisme, votre honneur, mais qui sont désormais surmontés. Mon client n'a pas bu depuis 8 mois et travaille comme mécanicien dans un garage à Vénissieux. Me Mathieu se leva. Votre honneur, je voudrais présenter des preuves que l'éloignement de Monsieur Roger n'était pas dû à l'alcoolisme, mais à un schéma systématique de violence conjugale contre Madame Amandine et de menaces contre les enfants mineurs. Le juge feuilleta les documents qu'il avait reçus au préalable. Maître Mathieu, je vois ici des rapports médicaux, une main courante de l'hôpital où l'enfant est né et d'autres documents. Madame Amandine souhaiterait-elle en parler? Amandine se leva, les jambes tremblantes, mais avec la détermination d'une mère protégeant ses enfants. « Oui, votre honneur. »« Vous pouvez rester assise, » dit le juge avec douceur. « Racontez-moi votre relation avec Monsieur Roger. » Amandine prit une profonde inspiration et commença à parler. Sa voix était basse au début, mais elle gagna en force à mesure qu'elle racontait les années d'abus, les menaces, la terreur qu'elle ressentait, surtout pendant la grossesse de Pierre. Il disait que si j'essayais de le quitter, il me prendrait Pierre et que je ne reverrais plus jamais mon fils. C'est pour ça que je me suis enfui en pleine nuit avec les enfants. J'ai préféré la rue plutôt que de continuer à subir la violence. « Et comment Monsieur Charles est-il entré dans votre vie ?» demanda le juge. Amandine sourit pour la première fois de l'audience. « Sophie, ma fille aînée, est entrée dans un magasin pour demander du lait pour Pierre, qui avait faim. Elle a promis de payer quand elle serait grande. Charles a entendu la promesse et a décidé d'aider. Ce n'était pas de la charité, c'était comme si nous nous étions trouvés au moment où nous avions tous besoin d'une famille. « Monsieur Charles, » dit le juge, « comment voyez-vous votre relation avec Pierre ?» Charles se leva. « Votre honneur, Pierre a maintenant 10 mois, je suis présent, dans sa vie depuis 9 mois. C'est moi qui lui donne son bain, qui me lève la nuit quand il pleure, qui l'emmène chez le pédiatre, qui lui apprend ses premiers mots. Pour Pierre, je suis son père, le seul père qu'il connaisse. Et votre intention concernant l'adoption? Nous avons déjà entamé la procédure d'adoption, votre honneur. Je veux être le père de Pierre légalement, comme je le suis déjà en pratique et dans mon cœur. » L'avocat de Roger tenta d'intervenir. « Votre honneur, c'est sans pertinence. Les droits biologiques ne peuvent pas simplement être... » « Maître Durand, » interrompit le juge, « je vais écouter votre client maintenant. Monsieur Roger, qu'avez-vous à dire sur les allégations de violence conjugale ?» Roger se leva avec arrogance. « C'est des mensonges, votre honneur. Amandine a toujours été dramatique. On se disputait, oui, comme tous les couples, mais je ne l'ai jamais frappée. Ces papiers, ça doit être quand elle est tombée ou s'est blessée toute seule. » Me Mathieu se leva. « Votre honneur, pourriez-vous consulter la page 15 du rapport médical? Les lésions décrites sont incompatibles avec des chutes accidentelles. » Le juge examina les documents avec attention. « Monsieur Roger, je vois ici que des lésions compatibles avec une agression ont été enregistrées à au moins 3 occasions différentes. Comment expliquez-vous cela? » Amandine a toujours été maladroite, votre honneur. C'est elle qui a inventé ces choses pour me nuire. C'est à ce moment que Roger commit sa première erreur. Sa voix était devenue plus forte, plus agressive, et il gesticulait de manière intimidante, même en présence du juge. « Monsieur Roger, » dit le juge fermement, « je vous demande de baisser la voix et de respecter toutes les personnes présentes. Désolé, votre honneur, c'est que ça me révolte de voir mon fils élevé par un autre homme. Pierre, c'est mon sang. La deuxième erreur, le concept de mon sang, ma propriété, était exactement ce que le juge avait observé dans des dizaines de cas de pères abusifs. Me Mathieu profita de l'ouverture. Votre honneur, cela illustre parfaitement ce que nous voulons démontrer. Monsieur Roger voit Pierre comme une propriété, pas comme un enfant qui a besoin d'amour et de stabilité. Le juge prit quelques notes puis regarda toutes les personnes présentes. Nous allons procéder à des visites supervisées comme demandé par la défense. Ce sera l'occasion d'évaluer la dynamique entre Monsieur Roger et l'enfant. Amandine sentit son cœur s'emballer, mais Me Mathieu les avait tous préparés à cette possibilité. Les visites supervisées auraient lieu dans un centre spécialisé,
avec des assistantes sociales formées pour observer les interactions entre parents et enfants. La première visite fut fixée pour la semaine suivante. Le jour de la première visite, Charles et Amandine arrivèrent au centre avec Pierre dans les bras. L'enfant, maintenant âgé de 10 mois, était alerte et souriant, complètement à l'aise avec Charles, qu'il reconnaissait clairement comme son père. Roger arriva quelques minutes plus tard, visiblement nerveux. L'assistante sociale, Madame Marina Lambert, expliqua les règles. La visite durerait 1 heure, serait enregistrée, et tout comportement inapproprié mettrait fin à la rencontre. Ce qui se passa ensuite fut exactement ce que Mathieu avait prévu. Roger, essayant d'impressionner l'assistante sociale, prit maladroitement Pierre dans ses bras. Le bébé, qui ne le reconnaissait pas, se mit immédiatement à pleurer et à tendre les bras vers Charles. « Calme-toi, gamin, » dit Roger, déjà irrité. « Je suis ton père, arrête tes caprices. » Pierre pleura plus fort, clairement mal à l'aise. Quand Roger tenta de faire cesser les pleurs en le secouant brusquement, l'assistante sociale intervint. « Monsieur Roger, je vais vous demander d'être plus doux. Les bébés sont sensibles à l'état émotionnel des adultes. »« Ils n'arrêtent pas de pleurer !» se plaignit Roger, la frustration évidente dans sa voix. « Amandine l'a pourri, trop gâtée. » Troisième erreur, blâmer la mère pour le comportement naturel d'un bébé qui ne reconnaît pas son père biologique. La visite ne dura que 20 minutes. Pierre pleura tout le temps. Roger devint de plus en plus irrité et finit par abandonner. « Ce gamin est impossible. Amandine a dû lui donner quelque chose pour qu'il soit comme ça. » L'accusation selon laquelle Amandine aurait drogué son propre fils fut l'erreur finale. L'assistante sociale mit fin à la visite immédiatement et rédigea un rapport détaillé sur l'incapacité de Roger à s'occuper d'un enfant de manière appropriée. La deuxième visite, 2 semaines plus tard, fut encore pire. Roger arriva clairement agité, pas ivre, mais agressif. Quand Pierre pleura une fois de plus en étant séparé de Charles, Roger perdit patience. « C'est quoi ce bordel ? Le gamin ne me reconnaît pas parce que vous lui avez monté la tête contre moi. »« Monsieur Roger, » dit l'assistante sociale, « Pierre a 10 mois. Il n'a été influencé par personne. Il ne vous connaît tout simplement pas comme figure paternelle. Il va me connaître, c'est mon fils. » La façon dont il cria « mon » effraya non seulement Pierre, mais toutes les personnes présentes. La visite fut interrompue au bout de 15 minutes, et l'assistante sociale recommanda qu'il n'y ait plus de rencontres jusqu'à ce que Roger subisse une évaluation psychologique. De retour au tribunal, 3 semaines plus tard, Mathieu présenta les rapports des visites supervisées. Le juge les lut attentivement, posant des questions spécifiques à l'assistante sociale. « Madame Lambert, à votre avis professionnel, Monsieur Roger démontre-t-il une aptitude à s'occuper de l'enfant ?»« Non, votre honneur. Monsieur Roger présente des signes clairs de troubles du contrôle des impulsions, un possible trouble de la personnalité antisociale et une vision déformée de la paternité. Il voit l'enfant comme une propriété, pas comme un être, humain avec des besoins émotionnels. Et quant au lien existant entre Pierre et Monsieur Charles, il est sans équivoque, votre honneur. Pierre reconnaît Monsieur Charles comme sa figure paternelle principale. Le bébé se calme en sa présence, répond à ses commandes vocales et montre des signes clairs d'un attachement sain. Le juge prit ses dernières notes. « Monsieur Roger, avez-vous quelque chose à ajouter ?» Roger se leva et son avocat tenta de le retenir, réalisant que son client était sur le point de commettre une autre erreur. « C'est une mascarade », explosa Roger. « Ce type a acheté ma famille avec son argent. Amandine est une profiteuse qui s'est vendue au premier pigeon riche qui est passé. » Le silence dans la salle fut assourdissant. Le juge regarda Roger avec une expression qui montrait clairement qu'il venait de sceller son propre destin. « Monsieur Roger, veuillez vous asseoir. Je vais rendre ma décision. » Le juge organisa ses papiers, regarda toutes les personnes présentes et commença à parler avec la solennité typique des décisions judiciaires qui changent des vies pour toujours. Après avoir analysé toutes les preuves présentées, entendu les témoignages des parties, examiner les rapports des visites supervisées et considérer l'intérêt supérieur de l'enfant, je décide ce qui suit. Amandine serrait la main de Charles si fort qu'elle lui coupait la circulation. Premièrement, la demande de garde partagée déposée par M. Roger Silva est rejetée. Les preuves démontrent un schéma de comportement inapproprié, potentiellement dangereux pour le mineur. Deuxièmement,
L'adoption du mineur Pierre Martin par M. Charles-Henri Dubois est autorisée considérant le lien affectif établi, la stabilité familiale démontrée et l'identification claire de l'enfant avec le demandeur comme figure paternelle. Troisièmement, il est déterminé que M. Roger Silva ne pourra avoir de contact avec le mineur qu'après s'être soumis à un traitement psychologique pour une période minimale de 2 ans, avec une évaluation favorable d'un professionnel agréé par le tribunal de grande instance. Amandine s'effondra en larmes, mais c'étaient des larmes de soulagement profond. Charles la serra dans ses bras, et pour la première fois depuis des mois, ils se permirent tous les deux de sentir qu'ils étaient enfin en sécurité. La famille Martin Dubois est autorisée à réintégrer sa résidence habituelle, et il est interdit à M. Roger Silva de s'approcher des demandeurs dans un rayon de 500 mètres. Roger se leva, furieux. « Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais faire appel. Je vais... » « Monsieur Roger, » dit le juge fermement, « toute tentative de contact non autorisé avec la famille sera considérée comme un outrage à une décision de justice. Vous êtes prévenu. » En sortant du palais de justice, Amandine, Charles et Pierre, qui avaient dormi paisiblement pendant toute l'audience finale dans les bras de la nounou, furent accueillis par Sophie qui était revenue d'Annecy spécialement pour connaître le résultat. « Alors, on a gagné ?» demanda-t-elle anxieuse. « On a gagné, princesse, » dit Charles en la serrant dans ses bras. « On a tout gagné. Maintenant, nous sommes officiellement une famille. Pierre est mon fils de droit, tu es ma fille de droit, et personne ne pourra plus jamais nous séparer. » Sophie se mit à pleurer de joie. « Ça veut dire que je peux vous appeler papa ? Ça veut dire que tu es obligé de m'appeler papa, » rit Charles, travers ses propres larmes. 6 mois plus tard, la famille s'était installée dans une routine heureuse et tranquille. Ils étaient retournés à Lyon, dans l'appartement de la Croix-Rousse, qui était maintenant véritablement décoré comme un foyer. Sophie, à 11 ans, était en 6e et continuait de briller dans ses études. Elle avait décidé qu'elle voulait devenir avocate comme son père pour aider d'autres familles comme la nôtre. Pierre, à 1 an et demi, avait fait ses premiers pas et dit ses premiers mots, « Papa et maman », se référant clairement à Charles et Amandine. Il ne gardait aucun souvenir des premiers mois difficiles de sa vie. Amandine s'était complètement remise du traumatisme qu'elle avait porté si longtemps. Elle continuait ses séances de thérapie, mais maintenant comme entretien de sa santé mentale, pas comme traitement d'urgence. Elle avait recommencé à travailler comme coiffeuse dans un salon près de chez elle, retrouvant son indépendance financière et son estime de soi professionnelle. Charles avait découvert qu'être père et mari avait donné à sa vie un but que tout le succès professionnel ne lui avait jamais apporté. Il travaillait toujours à son cabinet, mais maintenant, il partait toujours, ponctuellement à 18h, pour être présent au dîner familial. Un samedi après-midi, alors qu'ils étaient dans le parc près de chez eux, Pierre jouant dans le sable, Amandine lisant un livre sur un banc, Charles poussant Sophie sur la balançoire, une situation familière se produisit. Une femme s'approcha d'eux portant un enfant d'environ 3 ans qui pleurait de manière inconsolable. « Excusez-moi, » dit-elle, clairement embarrassée, « vous n'auriez pas quelque chose à lui donner à manger ? J'essaie d'atteindre le foyer d'accueil, mais il a si faim. » Sophie arrêta la balançoire et regarda Charles. « Papa, on peut l'aider ?» Charles sourit. Le mot « papa » l'émouvait encore à chaque fois qu'il l'entendait. « Bien sûr qu'on peut, princesse. » Ils allèrent à un snack voisin et achetèrent de la nourriture pour la femme et l'enfant. Pendant que le petit garçon mangeait avec avidité, la femme raconta son histoire. Un mari qui avait perdu son emploi, des expulsions, une série de malheurs qui avaient conduit la famille à la rue. « Merci, » dit-elle quand ils eurent fini de manger. « Je trouverai un moyen de vous rembourser. » Sophie se leva et regarda la femme avec le sérieux que seule une enfant ayant connu des difficultés pouvait avoir. « Vous n'avez pas besoin de nous rembourser, mais si un jour vous allez mieux et que vous trouvez quelqu'un qui a besoin d'aide comme vous en avez besoin aujourd'hui, alors vous aiderez cette personne. Comme ça, tout le monde aide tout le monde. » La femme fut surprise par la sagesse de cette fillette. « C'est une belle façon de voir le monde. »« J'ai appris ça de mon père, » dit Sophie en regardant Charles avec adoration. « Il m'a appris que la bonté n'est pas un prêt, c'est un investissement. On sème la bonté et on récolte une famille. » Plus tard, sur le chemin du retour, Charles demanda à Sophie « Où as-tu appris toute cette philosophie ?»« En fait, je l'ai apprise en 2 leçons.
répondit-elle sérieuse. La première, c'était au magasin cette nuit-là, quand j'ai fait ma promesse. La deuxième, c'est en voyant comment notre famille a grandi à partir de cette promesse. On pensait que j'allais payer une dette, mais en réalité, tout le monde a gagné bien plus que ce qu'il a donné. Amandine, qui marchait à côté en poussant la poussette de Pierre, sourit. « Et tu penses que tu as déjà tenu ta promesse ?» Sophie réfléchit un instant. « Je crois que maintenant j'ai compris que la promesse ne concernait pas le paiement du lait. Il s'agissait de croire que de bonnes choses peuvent arriver, même quand tout semble perdu. Et chaque fois que notre famille aide quelqu'un, chaque fois que nous sommes heureux, chaque fois que nous montrons au monde que des familles comme la nôtre peuvent réussir, je tiens ma promesse. » Charles s'arrêta de marcher et regarda sa famille, sa fille sage et courageuse, sa femme forte et attentionnée, son fils qui bavait et souriait dans la poussette. Et il ressentit une gratitude si profonde qu'elle tenait à peine dans sa poitrine. « Tu sais quoi, Sophie? Je crois que nous tenons tous nos promesses chaque jour. »« Comment ça, papa? Tu as promis de payer pour la bonté. J'ai promis de vous protéger. Ta mère a promis d'être la meilleure mère possible. Pierre a promis d'être un garçon heureux et en bonne santé. Et chaque jour, nous tenons ces promesses juste en étant ensemble. » Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Charles et Amandine restèrent sur le balcon de l'appartement, regardant la ville qui les avait autrefois effrayés et qui les accueillait maintenant comme leur foyer. « Tu crois au destin ?» demanda Amandine. « Avant, je n'y croyais pas, » répondit Charles. « Je pensais que tout était coïncidence, chance, hasard. Mais maintenant, je pense que certaines personnes sont destinées à se rencontrer, surtout quand elles ont besoin les unes des autres. Alors tu penses que c'était le destin que Sophie entre dans ce magasin exactement à l'heure où tu y étais ?» Charles embrassa le front d'Amandine. « Je pense que vous m'avez sauvé autant que je vous ai sauvé. Peut-être qu'on s'est sauvés mutuellement. Et maintenant on vit, on est heureux. On apprend à nos enfants que les vraies promesses sont toujours tenues, que les familles peuvent être formées par l'amour, pas seulement par le sang, et que même dans les nuits les plus froides et les plus difficiles, il y a toujours la possibilité qu'un miracle soit au coin de la rue. » Amandine se blottit contre la poitrine de Charles, écoutant les battements fermes et tranquilles de son cœur. « Je t'aime, » dit-elle. « Je t'aime aussi. J'aime toute notre famille. J'aime la vie que nous avons construite ensemble. » Et tandis que la ville de Lyon respirait en contrebas, avec ses millions d'histoires se déroulant simultanément, dans l'appartement de la Croix-Rousse, une famille dormait paisiblement, sachant qu'elle avait affronté les tempêtes et en était sortie plus forte, plus unie et plus remplie d'amour qu'elle n'aurait jamais cru possible. La promesse d'une fillette de 10 ans s'était transformée en une déclaration d'amour à l'avenir, et l'avenir, enfin, leur souriait en retour. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours de Sophie, Amandine, Pierre et Charles a profondément touché votre cœur, tout comme il a touché le nôtre en le racontant. C'est une histoire sur le pouvoir transformateur des vraies promesses, sur la façon dont l'amour peut s'épanouir dans les endroits les plus improbables, et sur la manière dont une famille peut naître non seulement du sang, mais du choix conscient de s'aimer et de se protéger mutuellement. Si vous avez été ému par ce récit d'espoir et de nouveau départ, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci qui révèlent le côté le plus profond et le plus beau de l'âme humaine, montrant que même dans les circonstances les plus difficiles, le véritable amour trouve toujours un moyen de triompher. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émouvant et nous vous attendons au prochain épisode pour une autre histoire qui touchera votre cœur.